Première chose, pourquoi l'argent est aussi important dans une société? Pourquoi, en fait, mine de rien, les gens qui ont l'air greedy, insupportables, etc., ont l'air de réussir dans le milieu de l'entreprise? C'est pour une raison assez fondamentale, c'est que l'argent est le cœur et le fondement de toute entreprise. La différence entre une passion et une entreprise, c'est qu'une entreprise, c'est une passion qui gagne de l'argent. Définition très personnelle, mais à un moment ou un autre, vous avez besoin de gagner de l'argent parce que c'est l'argent qui va faire que vous allez pouvoir vivre, que vous allez pouvoir être aligné avec les gens qui travaillent pour vous, que vous allez pouvoir payer vos factures, que vous allez pouvoir croître, que vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Si vous n'avez pas d'argent dans une société, vous n'avez rien. Alors, d'ailleurs, il y a tout un mouvement qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, qui explique qu'en fait, il ne faut pas penser qu'à l'argent quand on fait une société, il faut penser à d'autres choses comme le bien-être social, etc. Alors ça s'entend très bien, moi j'ai jamais compris ce truc, et je vous le dis, je le dis très publiquement, pour une raison très simple, c'est que toutes les sociétés d'économie solidaire que je connaisse, à force de penser à d'autres choses, ils finissent par pas penser à leur business, et à force de pas penser à leur business, ils n'ont aucun impact social. Et il y a un moment, il faut se rappeler une réalité, c'est que quand on est pauvre, on ne peut pas changer grand-chose dans le monde. Ça, c'est un point. Et quand je dis pauvre, ce n'est pas au sens pauvre personnellement, c'est en tant que société pauvre. Si vous n'avez pas dans votre société de moyens pour changer les choses fondamentalement, vous allez avoir beaucoup de mal. L'argent, c'est aussi un truc, c'est pas pour rien que ça fait des milliers d'années que ça existe et que ça n'a toujours pas été remplacé par une nouvelle institution. C'est une invention hyper efficace parce qu'elle permet quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle permet de rendre les échanges neutres. Pourquoi l'argent est tellement important? Parce que l'argent, c'est ce qui va motiver les gens dans une société à vous rejoindre alors qu'ils ne sont pas aussi obsédés que vous par la mission de la société. Prenons un exemple. Est-ce que vous pensez que tous les gens qui travaillent chez Facebook, c'est-à-dire je sais pas combien ils sont, les 5 ou 6 000 employés de Facebook, partagent la même passion pour la mission que Mark Zuckerberg? Ça serait très étonnant que ce soit le cas. Mais à la fin de la journée, il y en a quand même beaucoup qui sont là parce que Facebook a produit le plus grand nombre de millionnaires de l'histoire de l'humanité. Et il y a beaucoup de gens qui ont accepté des baisses de salaire substantielles pour rejoindre Facebook, parce que Facebook avait une valeur objective et était en croissance, telle que de toute façon, les mecs se disaient bien qu'ils allaient retourner dans leurs frais avec l'introduction en bourse. D'ailleurs, après l'introduction en bourse, il y a 20% des employés de Facebook qui sont partis. C'est pour dire à quel point les types étaient passionnés par la mission de Facebook. Est-ce que ça veut dire que vous devez embaucher des gens qui sont qu'intéressés par l'argent? Évidemment pas, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est qu'à un moment, c'est quand même extrêmement naïf et puéril de ne pas se rendre compte que les gens ont besoin d'argent et que c'est un élément fondamental de la vie de toute entreprise. Quelques petites statistiques, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Qui dans cette pièce pense qu'il y a plus de 10 000 milliardaires sur Terre? Non mais je vous ai aidé, je voulais pas que vous... J'aurais pas dû le faire dans ce sens-là. Bon, il y a 1645 milliardaires dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 1645 personnes dans le monde qui ont plus d'1 milliard de dollars de patrimoine. Alors, c'est pas beaucoup. Je sais pas combien ça fait en pourcentage de la population, mais ça fait vraiment pas beaucoup. Par contre, maintenant, combien il y a de gens qui sont des high net worth individuals? Alors, high net worth individuals, c'est des gens qui ont plus de 10 millions de dollars en cash, en dehors de la valeur de leur société ou de la valeur de leurs biens immobiliers, de leurs bijoux, etc. C'est-à-dire vraiment qui ont une disponibilité cash de 10 millions dans des actifs liquides ou pseudo-liquides. À 12 500 000. Combien il y a de gens qui sont millionnaires dans le monde? C'est-à-dire qui ont plus d'1 million de dollars en cash sur leur compte en banque, en dehors de leur patrimoine immobilier ou de la valeur de leur société non liquide. Il y en a 29 700 000. Maintenant, un petit truc amusant. Quelle est la part d'entrepreneurs chez les millionnaires? Moins de 10%. Moins de 10% des millionnaires sont entrepreneurs. Quelle est la part des entrepreneurs chez les high net worth individuals? Plus de 50%.
C'est-à-dire qu'il y en a quand même la moitié qui ont gagné leur argent dans une banque. Quelle est la part d'entrepreneurs chez les milliardaires? 80%. Maintenant, prenons les chiffres de l'année dernière. Combien il y avait l'année dernière de milliardaires dans le monde? Alors cette année, il y en a 1645. L'année dernière, il y en avait 1700. Ouais, ça a baissé. Combien il y avait de high net worth individuals l'année dernière dans le monde? Il y en avait 6,5 millions. 6,5 millions, 12,5 millions. Combien il y avait de millionnaires l'année dernière dans le monde? Il y en avait 20 millions. 20 millions, 29 millions. La catégorie sociale aujourd'hui dans le monde qui progresse le plus vite, c'est les high net worth individuals. Progressent beaucoup plus vite que les pauvres, parce que les pauvres, il y en a de moins en moins. Progressent beaucoup plus vite que l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté tend à disparaître rapidement. Progressent beaucoup plus vite que la classe moyenne, parce que la classe moyenne est en train de disparaître. Alors ça pose plein de problèmes dans plein de pays, mais il y a de moins en moins de gens qui ont un revenu, un salaire, etc. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à bâtir une fortune. Et alors pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs. Et alors ça, c'est un autre point fondamental que vous devez comprendre, et ça va être le point structurant de toute la journée. C'est que pourquoi énormément de gens ont un mauvais raisonnement par rapport à l'argent? C'est parce qu'ils pensent que l'argent, c'est comme l'emploi, c'est un stock. Ça, c'est un point assez compliqué théoriquement à comprendre. Mais par exemple, l'emploi, je vais faire une petite digression par l'emploi, vous allez comprendre. Si par exemple, quelqu'un, on vous dit souvent, si du travail disparaît, il y aura plus de chômage. Alors que par exemple, l'avènement de l'automobile a supprimé quelques milliers d'emplois et en a créé des millions. Pourquoi? Parce que l'emploi n'est pas un stock, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est que des fois, les nouvelles technologies créent plus d'emplois qu'elles se détruisent, des fois c'est l'inverse. Mais de toute façon, ce n'est pas un phénomène en soi. Il n'y a pas une quantité de travail qu'on se partage. La vision politique veut qu'il y ait une quantité de travail qu'on se partage. Ce n'est pas le cas. Pareil, il n'y a pas une quantité d'argent dans le monde qu'on se partage. L'argent peut être créé. C'est peut-être la chose la plus difficile à concevoir, mais il n'y a pas besoin de prendre de l'argent à quelqu'un pour créer de l'argent. Si vous prenez, si vous avez besoin de 10 000 € pour créer votre entreprise, et que votre entreprise gagne 100 000 € par mois de bénéfices, au bout de quelques années, cette société vaut beaucoup plus que les 10 000 € que vous avez mis dedans. Pourtant, vous n'avez pris que 10 000 € pour créer cette entreprise. Résultat, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de prendre de l'argent à quelqu'un pour avoir de l'argent. L'argent peut se créer et la valeur des choses se crée. Ce qui fait que la valeur des choses a aussi un autre corollaire qui est assez compliqué, c'est que la valeur réelle des choses est inestimable. Et alors, c'est ça le point. C'est que c'est quoi la différence entre être riche et être très riche? C'est hyper compliqué à définir. Quel est le seuil à partir duquel les gens se sentent riches? C'est très différent. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes l'héritier de Porsche et que vous créez Volkswagen, histoire réelle, votre rapport à l'argent va être vachement différent et au succès que si vous êtes, parti de rien et que vous créez une chaîne de 10 restaurants. Vous voyez bien que dans un cas, le type, s'il crée 10 restaurants, il va se dire « Putain, je me suis appauvri dans ma vie, parce que je suis l'héritier Porsche ». De l'autre côté, il y a eu une création de valeur énorme. Donc, il y a un grand souci, c'est que de toute façon, tout ça est toujours relatif, donc ça n'a pas d'importance. La seule chose qui a d'importance, c'est de comprendre que c'est un objectif sain à avoir. Et vous êtes, je pense, dans l'un des pays les plus défavorisés du monde à ce niveau-là. On n'apprend pas ce qu'est l'argent à l'école. Je veux dire, le moindre petit Américain ou petit Libanais, quand il est petit, il apprend à aller vendre des trucs. Je ne sais pas si vous lisez Calvin et Hobbes, mais c'est une BD que j'adore. Et dans Calvin et Hobbes, ils créent toujours des petits business sur le côté pour vendre des limonades ou vendre des blagues ou vendre des idées super chères. Et ils vendent même des tapes sur les fesses. Ils proposent 10 $ pour kick your ass. Et d'ailleurs, très drôle cette image. Mais personne ne va payer 10 $ pour se faire frapper. Ah, mais pourtant, beaucoup de gens en auraient besoin. Calvin et Hobbes. Résultat, en fait, en France,
Donc on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas à l'université, on ne l'apprend pas dans les grandes écoles, et en plus on ne l'apprend pas dans les grandes écoles de commerce. C'est-à-dire que, par exemple, ça m'a toujours épaté comment dans les grandes écoles de commerce françaises, on avait plutôt un rapport à former à la carrière plutôt qu'aux affaires, et de former à la performance individuelle plutôt que la performance d'entreprise. Et c'est comme ça, c'est la culture française, on va pas la réinventer. Mais par contre, si vous voulez être entrepreneur et que vous jouez dans cette compétition mondiale, il faut régler le problème du rapport à l'argent le plus rapidement possible. Alors, il y a un paradoxe contemporain que vous devez comprendre et qui explique pourquoi la plupart des conseils reçus par les entrepreneurs de la génération précédente n'ont aucune valeur. C'est le paradoxe qu'il est de plus en plus difficile de devenir milliardaire et de moins en moins difficile de devenir high net worth individual. Ça, c'est un paradoxe qui a complètement shifté. Si vous prenez l'ère industrielle, à partir du moment où vous étiez entrepreneur, alors c'était très très dur de pouvoir l'être, mais à partir du moment où vous pouviez l'être, il y avait tellement peu de concurrence et il y avait tellement de possibilités que le fait de devenir milliardaire était quelque chose de très facile. Alors très facile, sous-entendu, vous avez la moindre chance de pouvoir commencer un jour. Par exemple, imaginez les gens qui ont créé Dassault Systèmes. Enfin, pas Dassault Systèmes, plutôt Dassault Aviation. Dassault Aviation, c'est l'histoire d'un type qui convainc le gouvernement de lui donner plusieurs milliards pour créer une usine d'avions et qu'il aura meilleur compte de les faire lui et de s'enrichir lui, plutôt que laisser des fonctionnaires le faire. Pitch de fondation de Dassault. Bon, alors effectivement, la probabilité qu'un État soit assez con pour enrichir gratuitement quelqu'un est faible, mais quand ça arrive, c'est automatique comme génération de valeur. Parce que même quand vous vendez aucun avion dans les 30 ans, bah, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous avez le type qui vous a financé, qui vous les achète et qui vous fabrique un profit immédiat. Donc vous voyez, cette ère-là, et donc vous produisez Serge Dassault, spécial dédicace, et Marcel Dassault. Ce pitch-là, il est assez simple, mais ce pitch-là, il est plus réel de nos jours. Parce que de nos jours, ça ne fonctionne plus comme ça. Les gens sont trop informés. Même les histoires assez récentes du genre Microsoft et IBM, je peux vous dire quelque chose, ça n'arrivera plus. Aujourd'hui, vous avez un Microsoft qui va parler à un IBM, les types chez IBM sont au courant de ce que le type chez Microsoft fait. Parce que les gens sont en moyenne beaucoup plus compétents qu'ils ne l'étaient. À l'époque, quand Bill Gates a été voir Microsoft et lui a dit « Ah, je ne vais pas vous le vendre, mon logiciel, mais vous allez me l'acheter à l'unité vendue », les types ont dit « Ouais, génial !» Aujourd'hui, je peux vous dire que pour obtenir ce genre d'accord-là, vous pouvez vous lever beaucoup plus tôt le matin. Vous avez plutôt intérêt à convaincre les clients directement. Donc ça crée une situation où le niveau de compétence nécessaire à justifier la création de valeur n'a jamais été aussi élevé. Ce qui veut aussi dire que, contrairement à avant, vous avez de moins en moins de gens qui sont prêts à travailler pour vous pour des clopinettes. Et ça, c'est un changement. Moi, je le vois dans l'histoire moyenne de la création d'une boîte. Et donc, ce paradoxe implique plein de choses dans l'entrepreneuriat contemporain dont beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas encore pris conscience. Première chose, c'est que ça change complètement le rapport au travail. Étant donné qu'il y a une très très grosse guerre pour les talents et une très 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 grosse concurrence pour avoir les meilleurs au sein d'une cause, vous avez besoin de faire les choses très différemment qu'avant. Par exemple, dans les années 2000, quand des types créaient des startups, ils avaient une super idée, ils avaient un business plan, ils allaient voir des types encore plus incompétents qu'eux, les venture capitalistes, ils prenaient leur argent, ils prenaient plein de millions, et ils prenaient ces millions pour payer pas cher des freelances en Inde pour développer des logiciels dont tout le monde s'en fout. Et ils devenaient très riches parce qu'avant même que le logiciel soit sorti, ils étaient IPO, et il y avait des banquiers encore plus débiles que les VC qui achetaient les actions. Puis un jour, on s'est dit, tiens, c'est marrant, tout ça tourne sur du vent, et ça a fait le crack de 2000. Et le crack de 2000, il est quand même dû au fait que sur 95% des sociétés qui ont IPO cette année-là, elles ne faisaient pas de bénéfices. Vous imaginez, 90% des boîtes qui rentrent en bourse ne font pas d'argent. Et n'ont aucun plan de développement. Et c'est pas ne pas faire d'argent à la Amazon. Parce que souvent, on vous dit, oui, mais Amazon aussi, ils n'ont pas fait d'argent pendant longtemps. Oui, ok. Amazon, ils n'ont pas fait d'argent pendant longtemps parce qu'ils ont doublé leurs dépenses en capital tous les ans de façon continue pendant les 10 premières années de leur histoire.
Forcément, quand vous créez des data centers, des warehouses et des infrastructures de transport à travers le monde, ça coûte un peu d'argent, effectivement. C'est pas gratuit. Mais c'est pas la même chose que des boîtes qui n'investissent rien et qui font pas d'argent, juste parce que structurellement, personne n'achète ce qu'elles fabriquent. Vous avez des histoires incroyables de ce point de vue-là. Par exemple, Music Wave. Music Wave, vendu 450 millions de dollars ou 350 millions de dollars pendant la bulle Internet. Le lendemain du rachat, Microsoft le dévalorise, enfin quelques semaines après le rachat, Microsoft le dévalorise dans ses comptes à 8 millions de dollars de valeur. Comment une boîte peut passer de 350 millions à 8 millions? Simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait personne n'utiliserait jamais ce truc. Et que la techno valait pas grand-chose. Et des histoires comme ça, il y en a plein dans la bulle parce que c'est un mécanisme. Mais comme maintenant les gens sont au courant de ça, les gens ont un rapport au travail qui change à tous les niveaux. Premier rapport au travail et à l'ambition qui change, c'est la cofondation. À un moment ou à un autre, vous allez chercher des cofondateurs et vous allez répartir le capital entre eux. Alors, il y a deux choses. Soit vous êtes une boîte où vous avez vraiment une équipe cofondatrice solide, donc vous êtes 2 ou 3 grand max, et il y a une seule façon de faire, c'est de le faire à l'égalité plus. L'égalité plus, ça veut dire que, par exemple, vous êtes 3, comme c'est difficile de faire 33,33, et que c'est pas beau, vous faites 40, 30, 30. Il n'y a pas de différence entre avoir 40 et 30, mais ça facilite le compte. Donc ça veut dire que vous avez des cofondateurs et vous avez une équipe de cofondation solide. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous que quelqu'un de vraiment talentueux vous rejoigne et se dise dans sa tête qu'il vaut moins que vous? Alors il y a des excuses. Ouais, mais c'est moi qui ai eu l'idée. L'idée ne vaut rien. Désolé. C'est moi qui ai commencé il y a 1 an. Oui, mais qu'est-ce que c'est 1 an à l'échelle de 10 ans? Aujourd'hui, le temps moyen pour faire une bonne boîte, c'est 10 ans quand elle réussit. Il faut 10 ans pour faire un cycle complet. Qu'est-ce que c'est d'avoir déjà passé 6 mois ou 1 an à glander sur ces 10 ans? Parce qu'en général, la phase business plan, c'est quand même pas la phase la plus intense. Donc, tout ça. Alors, évidemment, malheureusement, il y a le cas de tous les gens qui ont pas des cofondateurs, mais qui ont des gens payés en equity. Et alors ça, entendons-nous bien, c'est pas parce que quelqu'un a des actions dans votre société qu'il est votre cofondateur. Vous pouvez donner des actions dans votre société à quelqu'un parce qu'il vous rend un service ou parce qu'il a quelque chose qui vous intéresse. Et étant donné que vous ne pouvez pas lui donner d'argent aujourd'hui immédiatement, vous allez lui donner des actions. Ça, c'est très différent. Mais si vous avez quelqu'un qui prend le même niveau de risque que vous, aujourd'hui, notre tendance démocratique fait qu'on a du mal à accepter autre chose que l'égalité. Et d'ailleurs, entre nous, vous pouvez peut-être le convaincre de prendre moins que l'égalité. Ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est penser au signal que vous allez envoyer à tous les autres dehors. Moi, par exemple, l'une des premières choses que je regarde dans les startups de The Family, c'est comment le capital est réparti. Pourquoi? Parce que quand vous regardez comment le capital est réparti, vous comprenez tout de suite la personnalité des gens. Sauf que si moi je fais ça, il y a beaucoup d'autres gens smart qui le font. Imaginez le jour où vous avez vraiment un employé qui sait ce qu'est une startup et qui veut vous rejoindre. Quelle est la première chose qu'il va demander? C'est comment le capital a été réparti entre les fondateurs. Et quand il va demander comment le capital est réparti par les fondateurs et qu'il va voir qu'il y en a un qui a 90 et les 4 autres, ils ont 10 en bataille, il va se dire, OK, on est face à un type qui ne s'est pas donné. Moi, je ne vais pas travailler pour un type comme ça. Et je pense que si j'étais employé, je n'irais pas travailler pour un type comme ça. Parce que de toute évidence, face à ses cofondateurs, il n'a pas été faire, alors pourquoi il le serait dans le futur? Donc vous voyez comme quelque chose qui semble insignifiant et qui semble légitime si vous avez négocié, peut avoir des conséquences sur le très long terme. Et alors pourquoi en France, tout le monde vous dit « Ah, il ne faut jamais faire moitié-moitié » Mais parce que personne ne fait de start-up en France. En France, les gens font des business de services où vous avez des gens, en fait, ils font moitié-moitié parce qu'en fait, ils travaillent, mais ils ont quand même un salaire, ils ne prennent pas vraiment de risques, et puis ils attendent d'avoir suffisamment de contrats pour switcher de leur job. Résultat, aucun d'eux n'a jamais vécu la guerre, et puis ça finit toujours en engueulade, parce que finalement, il y en a toujours un qui a l'impression de travailler plus que l'autre. Mais c'est ça la différence entre une société de service et une start-up. C'est que dans une société de service, la valeur de la société, c'est le travail des gens. De ce point de vue-là, The Family, c'est une société de service.
aujourd'hui, si Alice, Nicolas partent, la société vaut 2 tiers de moins qu'aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que c'est la somme du travail des gens qui sont dedans qui fabrique la valeur de ce qu'il y a dedans. S'il n'y a personne pour répondre au téléphone, bah, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez vous dire la marque, tout ça, mais c'est pas comme si c'était une marque qui avait 30 ans, qui était établie, et que quand vous disiez start-up, les gens pensent de family. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, dans une start-up, imaginez que vous enleviez Google et dans Google, Larry Page et Sergey Brin, parce que les deux meurent dans un avion. Est-ce que la valeur de Google va s'écrouler? À part la panique passée. Bah, à court terme, c'est peu probable. Pourquoi? Parce que la valeur de Google, c'est le bénéfice qui est généré journalièrement par AdWords, qui est automatisé à 95%. Vous voyez bien que ce monde où l'informatique a pris le dessus, où l'automatisation a pris le dessus, où le scale a pris le dessus, ça change quand même grandement le rapport à la valeur. Maintenant, est-ce que vous savez quelle était la répartition du capital entre Larry Page et Eric Schmidt, entre comment il s'appelle, Larry Page et Sergey Brin? Bah, c'était 50-50. Point. Parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire. Larry Page ne pouvait pas regarder Sergey Brin dans les yeux et lui dire, écoute, le PageRank, c'est moi qui l'ai inventé, c'est pour ça que ça s'appelle PageRank et non pas PageRank. Donc, parce que c'est moi qui ai la paternité de l'algorithme, je vais prendre plus de parts. Mais s'il avait eu cette discussion-là, il n'aurait jamais eu Sergey Brin, qui aurait dit, ouais, c'est ça, ouais. Ok, bon, ben, j'arrête en fait. Et Google ne serait jamais devenu Google, parce que Google, sans Sergey Brin, c'est pas Google. Maintenant, pensons à une histoire plus intéressante. Vous êtes Google. Vous venez de générer votre premier milliard de chiffre d'affaires. Votre premier milliard de chiffre d'affaires. Et vous avez l'opportunité de pouvoir embaucher Eric Schmidt, qui a comme particularité qu'il a été CEO de grosse boîte et qu'il était PDG d'une grosse boîte. Et vous voulez l'amener chez vous. Combien de pourcents du capital vous lui donnez? Alors, on va jouer à un petit jeu. Qui ici donne entre 1 et 5%? Okay. Qui donne entre 5 et 10? Okay. Qui donne entre 10 et 15? Okay. Qui donne entre 15 et 20? Ok. Bon, ils ont donné 12. Mais 12 d'une société qui vaut 1 milliard, c'est énorme en fait. Alors, ceux qui donnent entre 15 et 20, soit vous croyez qu'il y avait un piège, et voilà. Soit vous êtes vraiment trop généreux, les gars. Parce qu'après, il n'y a plus de place en fait. Mais ils ont donné 12%. Maintenant, moi, la conversation absurde moyenne que j'ai avec les fondateurs, c'est ouais, alors j'ai créé ma boîte il y a 1 an, on a 35 utilisateurs en ligne qui se battent en duel et ils ne savent pas trop pourquoi. Et là, j'ai un type, c'est un tueur, il veut rejoindre ma boîte, mais le mec, il veut 15%, et moi, je m'étais dit pas plus de 5. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, le problème, c'est que déjà, le type qui rejoint, de toute évidence, c'est un amateur, il ne devrait pas demander 15, il devrait demander 50, vu qu'il n'y a rien. Et que deuxième chose, c'est que ce que vous êtes en train de valoriser, c'est votre temps et votre effort. Mais si vous valorisez votre temps et votre effort, vous n'avez pas compris qu'est-ce qui fait la valeur d'une start-up. Pourquoi on arrive à créer de la valeur et de la richesse dans une start-up? C'est parce que la start-up en soi, elle a une valeur qui est complètement décorrélée avec le travail. Si la valeur d'une start-up est décorrélée avec le travail, vous ne pouvez jamais valoriser le travail comme un élément pour établir la moindre valeur. Que vous ayez travaillé 2 ans très dur, bah, c'est sympathique, c'est bien pour vous, mais ça ne compte pas. Ça ne compte absolument pas. La seule chose qui compte, c'est est-ce que votre start-up a une valeur indépendante en soi ou pas. Donc si vous avez 1 million d'utilisateurs, effectivement, peut-être qu'il ne faut pas donner 50. Parce que peut-être que le type arrive un peu après la bataille. Mais si les choses n'ont pas vraiment démarré et que vous avez quelqu'un de très bon, vous avez quelque chose en votre faveur. Et alors ça, il y a un corollaire à ça, c'est que le rapport au travail implique aussi un rapport à l'achat. Et il y a quelque chose d'assez fondamental que vous devez comprendre, c'est que ce que vous payez, vous l'achetez, et quand vous l'achetez, vous le possédez. Si vous avez obtenu
la moindre forme de discount, si vous avez obtenu la moindre forme d'avantage par rapport au prix de marché, ça veut dire que c'est vous qui êtes en position de faiblesse. Ça veut dire que c'est vous qui devez quelque chose. Et s'il y a une obsession que vous devriez avoir, c'est de ne jamais devoir rien à personne. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer d'étape en étape en votre faveur. Donc c'est pour ça que souvent les gens se disent mais je ne vais pas donner trop de parts parce que sinon il ne va pas m'en rester. Alors qu'en fait, en donnant beaucoup de parts, vous vous mettez en position de pouvoir vraiment exiger des gens le meilleur. Et que s'ils n'en sont pas à la hauteur, vous pourrez toujours revenir en arrière. Donc le rapport au travail, il est valable dans la cofondation, il est aussi valable dans les salaires. Une start-up devrait toujours payer ses employés au-dessus du prix de marché. C'est un luxe, et alors ça c'est aussi contre-intuitif. C'est un luxe de grande boîte réussie de pouvoir payer le prix de marché ou en dessous du prix de marché. Une start-up devrait toujours payer ses employés au-dessus du prix de marché parce que c'est la seule chose qui peut faire valoir à un employé de prendre un risque pareil. Vous vous rendez compte ce que c'est et je ne vous parle pas d'un employé lambda, mais je vous parle pour un employé qui a une vraie carrière et qui est en progression et qui a énormément de futur devant lui, devant la société. Qu'est-ce qu'il peut faire qui va switcher d'une société à l'autre ? Évidemment qu'à un moment, le salaire qui lui est offert est important. Si vous vous dites, est-ce que ça veut dire que les gens... est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire attention à vérifier que le type est motivé par autre chose que le salaire ? Évidemment. Toute chose égale par ailleurs, le salaire est l'élément le moins important. C'est pour ça que vous ne devez pas établir votre sélection sur le salaire. Récemment, une de mes startups me dit « Ah ouais, j'ai embauché un type à tel prix, je vais devoir le virer. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Parce que c'était le seul qui avait accepté en dessous du prix de marché. Mais en fait, il ne délivre pas. » Oui, mais l'indice était là. Pourquoi quelqu'un de rationnel accepterait en dessous du prix de marché ? Parce que la mission est extraordinaire, parce que le projet est intéressant. Mais vous imaginez le nombre de projets intéressants qu'il y a dehors ? Faut avoir un minimum de modestie. Même si ce que vous faites est sympathique, même si ce que vous faites est incroyable, vous ne pouvez pas vous dire que c'est la seule chose qui a une mission à travers le monde. Il y a plein d'autres entreprises qui ont une mission. Donc la lutte, malheureusement, ne se fait pas là-dessus, elle se fait sur quelque chose d'aussi bête que combien je paye. Et entre prendre deux types mal payés ou un seul très bien payé, je peux vous dire que dans une start-up, et vu le boulot type dont vous avez besoin, c'est-à-dire designer, développeur, commercial, vous avez intérêt de prendre les gens qui délivrent le mieux et qui sont chers. N'essayez surtout pas de payer. Alors, attention, quand je dis payer au-dessus du prix de marché, ça veut aussi dire que vous pouvez avoir des grandes inégalités de traitement au sein de votre boîte. Ça, c'est une autre réalité qu'il faut admettre. C'est que forcément, il y a des postes qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Et si vous étiez prêt à offrir 3 000 € à un junior, vous pouvez peut-être offrir 10 000 à un senior pour le même boulot. Parce qu'il a une expérience qui peut avoir beaucoup d'impact chez vous. Donc, le bon référentiel en termes d'argent et en termes de salaire dans une start-up, c'est le prix de marché. Deuxième chose, le rapport au travail, il change donc à la cofondation et donc au montant qu'on va donner d'actions. Pensez-y, je vais reformuler différemment pour que vous compreniez bien. Xavier Niel, quand il a fondé Iliad, il avait 100% des actions. Et le type qui a fait son intro en bourse, Lombardini, il a touché quelque chose de l'ordre de 100 ou 120 millions d'euros. Okay, et Xavier Niel prend souvent ça comme argument en disant j'ai partagé beaucoup de valeur avec les gens puisqu'ils ont 120 millions. Le truc, c'est que lui, il est devenu la 10e fortune d'Europe. La probabilité que quelque chose comme ça arrive en 2014, elle est nulle. Aujourd'hui, un Lombardini qui rentre dans une boîte, il ne prend pas 2% du capital. C'est impossible. Ça n'existe plus parce que les gens maintenant sont informés. Les développeurs, tout Iliad a été bâti avec des développeurs moins bien payés que le marché parce que c'était un environnement de travail sympathique. Et vous imaginez pas ce que c'était d'avoir un esprit start-up il y a 15 ans.
Avoir un esprit startup il y a 15 ans, c'était un truc, les gens étaient prêts à vous payer pour venir travailler chez vous, surtout dans le domaine technique, parce que dans les grosses sociétés, les gens souffraient énormément. Ils ne pouvaient rien faire d'intéressant, ils ne pouvaient pas utiliser les technologies qu'ils voulaient. Xavier Niel a été un génie de ce point de vue-là. Il a attiré des types incroyables comme ça. Mais il n'est pas fou, il savait très bien quelle était leur valeur de marché, il savait très bien que les types étaient prêts à accepter des salaires en dessous du marché, parce que la valeur plaisir qu'il leur attribuait était énorme. Aujourd'hui, ça, c'est impossible. Aujourd'hui, bâtir un groupe comme Iliad, ça ne coûte pas 10% du capital. Je peux vous dire que ça va coûter beaucoup plus cher que 10% du capital. L'inventeur de la Freebox a touché 400 000 € de bonus. Aujourd'hui, dans une société comme Facebook, Apple, Amazon, l'inventeur de la Freebox, 400 000 €, il peut toucher ça par mois s'il invente un truc comme la Freebox ou l'équivalent. Donc la compétition pour les talents et la compétition pour les salaires est devenue dingue. Donc aujourd'hui, faire une société, ça coûte beaucoup plus cher. Et à tous les niveaux, et à tous les stades, et à tous les moments de la vie d'une entreprise. L'autre chose rationnellement que vous pouvez voir, c'est que non seulement le rapport à l'ambition, et si vous voulez faire quelque chose qui vous rapporte beaucoup d'argent, implique de bien payer les gens autour de vous pour pouvoir exiger le meilleur, mais ça implique aussi un autre problème fondamental qui est celui du rapport entre, je ne sais pas comment dire en français, mais de l'équilibre entre le travail et le plaisir, work-life balance. Il y a un gros problème dans les startups, et de ce point de vue-là, les sociétés de services sont des paradis à côté des startups. C'est que la bonne façon de voir ce qu'est une startup, c'est de se dire que c'est une accélération dans la vie de l'argent que vous allez gagner. Donc, imaginons que vous valiez 5 000 € par mois, au hasard. C'est-à-dire que vous valez 60 000 € tous les ans pour votre travail, pour 35 heures de travail. Ça veut dire que vous valez 600 000 € tous les 10 ans. Et ça veut dire que sur une carrière de 30 ans, vous valez 1 800 000 €. D'ailleurs, c'est comme ça que j'essaie d'obtenir des découvertes avec mon banquier, c'est en lui expliquant ça. C'est qu'étant donné mes revenus futurs, il devrait me donner de l'argent maintenant. Parce que ça ne sert à rien d'attendre après. Mais ça ne marche pas. À chaque fois, il me regarde avec des yeux terribles. Bon. Donc vous voyez cette courbe. Après, vous mettez la courbe au niveau que vous voulez. Vous pouvez la mettre à 2 000 par mois, vous la mettez à 10 000 par mois, vous la mettez à 20 000 par mois, j'en sais rien, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Mais en fonction de votre position, vous avez cette courbe. Qu'est-ce que c'est une startup? Une startup, c'est ramener cette valeur, donc votre valeur personnelle, et essayer de la tirer, et vous la tirez hyper fort, et hyper fort, pour la ramener à 5 ans au lieu de 30 ans. Et donc, au lieu d'attendre 30 ans pour avoir 1,8 million, vous mettez 5 ans. Mais ce n'est pas gratuit, en fait. Parce que vous voyez, cet effort pour tirer, ça implique que la quantité de travail que vous allez fournir, parce qu'il y a une loi de conservation de l'énergie, c'est que la quantité de travail que vous allez devoir fournir au moment où vous tirez cette courbe est forcément insane, est forcément complètement dingue. Il n'y a pas de façon de faire des startups autrement qu'en travaillant énormément. Et c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs bousillent leur santé, beaucoup d'entrepreneurs bousillent leur vie, beaucoup d'entrepreneurs perdent leurs amis, parce que forcément, il y a un coût énorme. Et ce coût, il faut être prêt à le payer. Ne soyez pas débiles là-dessus. Encore une fois, le rapport au bonheur est un rapport qui est transcendant au rapport à l'argent et celui. D'ailleurs, il y a une citation de Warren Buffett qui me fait mourir de rire. Warren Buffett, il dit: j'ai rencontré tous les milliardaires du monde et j'ai compris quelque chose, c'est qu'en fait, il faut pas être milliardaire pour être un connard, il suffit juste d'être un connard. Sous-entendu, jamais l'argent ne vous changera. Si vous étiez un connard, vous êtes juste un connard avec des milliards. Si vous étiez sympa, vous êtes juste sympa avec des milliards. Mais l'argent n'a pas d'influence sur votre bien-être. C'est connu qu'une fois que vous avez de quoi vivre, de quoi manger, un toit et un peu de liberté, ça tient plus à des choses très différentes. Vous pouvez avoir des milliards, si vous perdez vos enfants dans un accident, vous serez aussi triste que si vous n'en avez pas. L'argent n'est pas quelque chose qui protège ou qui permet le bonheur.
Ça ne protège pas de la tristesse. Donc, rationnellement, le prix à payer et le prix que vous choisissez, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque? Et en plus, vous avez un problème dans le problème, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez pris une fois ce risque, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, à partir du moment où vous l'avez pris une fois ce risque, vous devez le reprendre et le reprendre et le reprendre jusqu'à ce que ça marche, et avec le double, le quadruple et 8 fois plus d'intensité. Parce que sinon, la perte nette sèche est trop forte. Si vous avez vraiment un échec retentissant après votre première expérience entrepreneuriale, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de recommencer le plus vite possible. Parce que c'est fini. Vous voyez bien ce que vous avez fait à votre courbe. Votre courbe qui était linéaire comme ça, vous l'avez mis plate. Vous l'avez même mis décroissante. Donc vous avez créé de la dette qu'il faut rembourser. Alors évidemment, si ce que vous avez fait pendant 5 ans vous a passionné, vous pouvez vous dire, bon, c'est pas grave, j'ai payé ces 5 ans et c'était le prix de ma passion. Oui, mais ça veut dire donc que si c'est vrai, vous ne pouvez pas retourner dans le chemin normal parce que ça va vous rendre dépressif. Il faut continuer à payer le prix de la passion jusqu'à ce que ça marche. C'est pour ça que le voyage entrepreneurial, c'est un voyage souvent à sens unique. Faites très attention de vous lancer. Souvent, les gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais ce n'est pas de ça dont vous devez avoir peur. Vous devriez plutôt avoir peur de ne plus avoir le choix de réussir. C'est que c'est fini, vous n'avez plus le choix. Vous êtes confronté à une situation où la seule chose qui peut vous arriver et la seule chose que vous pouvez faire, c'est réussir à accélérer cette fameuse courbe. Vous avez besoin à un moment ou à un autre de créer cette richesse pour pouvoir justifier le temps que vous avez passé dedans. La bonne façon de voir ça, c'est comme au casino, quand vous avez perdu sur les rouges, vous devez doubler sur les rouges jusqu'à récupérer votre mise plus un gain. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Parce que finalement, sinon c'est perdu pour rien. Et même si vous avez pris du bon temps. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire pour l'argent. Je suis en train de vous dire, devenez entrepreneur pour l'argent. Et une fois que vous avez choisi d'être entrepreneur, choisissez quel type d'entrepreneur vous voulez être pour prendre le maximum de plaisir. Vous voyez le raisonnement à 2 niveaux? Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre le risque que ça a comme impact sur votre ligne de revenus et votre fameuse ligne de revenus, ne le faites pas. Parce que le risque, il est énorme. Et notamment pour les gens qui ont une carrière qui démarre bien. Imaginez, vous avez fait une bonne école, vous avez 30 ans, vous êtes en bonne position. D'ailleurs, moi, j'ai une théorie sur pourquoi les Américains produisent autant d'entrepreneurs. C'est parce que les gens se font virer du jour au lendemain, même quand ils ont des situations stables. C'est-à-dire que vous pouvez être vous avez des boulots en or aux États-Unis, puis un jour, votre patron n'est pas content, puis il vous vire avec une 2 weeks notice. Et il suffit que ça vous arrive 1 ou 2 fois dans votre vie et vous dites, ouais, plus jamais, quoi. Je vais aller créer ma boîte, comme ça je me virerai moi-même. Et comme en France, on est dans un système qui est très protecteur, forcément le plongeon est un peu plus difficile. Donc, faire une start-up, c'est choisir de ne plus avoir de vie pendant quelques années pour avoir beaucoup de liberté pendant beaucoup d'années. Et après, vous êtes plus ou moins chanceux. Il y a des gens, ça prend 15 ans, il y a des gens, ça prend 3 ans. J'aimerais régler une question une fois pour toutes. C'est est-ce qu'il faut être chanceux pour devenir riche? Alors, il y a un gros problème, c'est que la représentation de la richesse et la représentation de la valeur à laquelle vous pouvez être confronté, à moins d'avoir des amis riches, c'est d'être confronté à celle que vous lisez dans la presse. Or, il y a un grand problème, c'est qu'il y a un biais journalistique à propos de la fortune. C'est que le type de fortune dont vous entendez parler dans la presse est le type de fortune qui a un intérêt à être raconté. Donc, c'est le type de fortune qui, en fait, est le plus lié et corrélé à la loterie. Quand vous regardez l'histoire d'un Bill Gates, d'un Marc Benioff, d'un Steve Jobs, vous prenez en fait les histoires les plus extraordinaires et vous prenez les histoires qui ont l'intérêt. Si je vous donne l'histoire moyenne d'un high net worth individual, vous lirez jamais un article dessus. C'est chiant à mourir. Le mec s'est réveillé, il a travaillé dur, il a fini par avoir un concept qui marchait, il a signé un contrat et il a revendu sa boîte.
Et vous avez ni jamais entendu parler du nom de la boîte, vous savez même pas à quoi elle sert, et en plus elle est dans un domaine où vous vous demandez, il y a vraiment des gens qui payent pour ça. Et donc, résultat, il y a cette espèce de sentiment général que la seule façon de réussir, c'est d'avoir de la chance. Dans le même moment, il y a un corollaire à ce problème-là, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont eu de la chance et qui viennent expliquer que c'est leur talent qui les a amenés là où ils sont. Et pareil, il y a un nouveau biais avec ces gens-là, c'est que ces gens-là fascinent les journalistes. Parce que, parce que vous imaginez un type qui se fait interviewer et on lui dit alors, c'est quoi les 5 clés pour réussir? Et puis le type dit, putain, les 5 clés, je sais pas, moi je me suis réveillé, je savais pas trop ce que je faisais, et ça a marché, je suis devenu riche. Là, vous vous dites, putain, merde. Ça n'a aucun intérêt journalistique. Résultat, les journalistes sont attirés comme des lucioles par les types les plus insupportables. Parce que qui sont les types qui viennent partager leur histoire de façon grandiloquente et à longueur de journée avec tout le monde? C'est les types qui ont envie de le faire, en fait. Et les types qui ont envie de le faire sont rarement les gens les plus intéressants. On a eu jeudi dernier à dîner Fanny de chez My Little Paris. Elle m'expliquait qu'elle fuit comme la peste les journalistes, alors que je pense que dans le genre histoire invraisemblable, incroyable, fantastique et incroyablement talentueuse, et avec finalement pas beaucoup de chance, c'est My Little Paris. Mais le problème, c'est que My Little Paris, elle n'est pas là à se pavaner en expliquant ce qu'elle a fait, etc. Ça ne l'intéresse pas, en plus elle est plutôt mal à l'aise, elle n'a pas trop de talent à ça, c'est autre chose. Donc vous comprenez bien que toute cette question sur la chance est en fait hyper biaisée. Ce qui montre en fait qu'il y a une petite discrétion philosophique. Les philosophes, ils ont résolu cette question en faisant la distinction entre le déterminisme et l'indéterminisme. Est-ce qu'il y a des causes qui mènent à une conséquence ? Et moi, philosophiquement, j'ai tendance à penser que l'indéterminisme est une explication beaucoup plus rationnelle de l'état de l'univers que le déterminisme. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème d'avoir de la chance ou de gagner à la loterie. Parce que gagner à la loterie ou avoir de la chance, c'est quelque chose de contingent. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher. Ce que vous devez chercher et ce que vous devez faire, c'est les choses sur lesquelles vous pouvez avoir des actions, c'est les choses sur lesquelles vous pouvez avoir de l'impact, c'est les choses qui produisent de la valeur. Travailler, rencontrer des gens, faire des boîtes, avoir des idées, bien respecter ses employés, être honnête, etc. Le reste, si ça vient, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau. Vous pensez vraiment qu'un chef pâtissier se dit travaille pendant des heures juste pour mettre la cerise? Non, c'est sympa s'il y a la cerise, mais s'il n'y a pas la cerise, vous vous en rendrez même pas compte. Alors que la cerise est très importante pour que le gâteau soit vraiment merveilleux. Comprenez bien la différence entre richesse, wealth, je vais dire wealth, désolé, entre wealth et l'argent. Wealth and money. Créer de la valeur et créer du wealth, c'est pas simplement avoir de l'argent, parce que l'argent a un problème, c'est que l'argent est soumis à quelque chose qui s'appelle l'inflation. Si vous avez $1 million sur votre compte, vous avez de l'argent. Si vous avez des actions qui valent aujourd'hui $1 million, vous avez du wealth. Pourquoi ? Parce que normalement, la valeur de ces actions doit aller plus vite que l'inflation. Vous savez tous ce qu'est l'inflation ? Bon, alors, au cas où, l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. C'est le fait que, souvenez-vous, quand vous étiez petit, quand vous aviez 100 francs dans la poche, c'était le bout du monde. C'était un truc incroyable. Vous pouviez acheter des bonbons pendant 10 ans. J'avais fait vous avez ce genre d'image. Aujourd'hui, quand vous donnez 15 € à un gosse, il se dit, mais il se fout de ma gueule, quoi. Pourtant, 15 € égale 100 francs. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé l'inflation. Il s'est passé que l'indice des prix doit augmenter parce que les biens rares étant un stock, vous avez besoin de dire que quelque chose coûte de plus en plus cher pour que les gens continuent à pouvoir se distinguer. Je vais vous l'expliquer différemment. Imaginons que le monde vient de disparaître et qu'il n'y a plus que nous dans cette pièce et la mallette de billets qui est dans l'armoire là-bas. J'adore comment les gens regardent. Donc cette mallette de billets, comme je suis un mec sympa,
je vais la partager à égalité entre vous tous. Et puis dans cette mallette de billets, il y a 10 millions de dollars. Donc je vais tous vous donner une somme et je vais compter les billets. On a toujours 10 millions de dollars au cas où il y a une fin du monde. Et sauf que j'ai oublié un problème de base, c'est que la seule réserve de nourriture qui reste, elle est dans le frigo en bas. Et puis il y a un type qui s'est mis devant et qui la garde et qui dit je la vends. Le problème, c'est que comme vous avez tous la même somme d'argent et que le monde dehors a disparu, bah, d'un seul coup, la valeur de cet argent vient de disparaître. Parce qu'étant donné qu'il y a juste un repas, bah, comment vous allez faire pour vous distinguer alors que vous avez tous la même somme d'argent? Bah, tout simplement, les prix vont monter. Et alors, vous allez vous entretuer, enfin, ça va pas être beau. Je peux vous le dire, ça va pas être beau. Mais c'est ça, en fait, l'inflation. Bah, l'inflation, c'est la même chose, version société civilisée. Et version, finalement, les biens rares ne croient pas si vite que ça. Si les prix du logement à Paris augmentent, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements pour loger tous les gens qui gagnent bien leur vie. Donc ça coûte de plus en plus cher d'être dans un appart pourri. Aujourd'hui, les gens sont fascinés d'avoir des 3 pièces de 80 mètres carrés. Je pense qu'il y a 100 ans, les mecs étaient morts de rire, quoi. D'ailleurs, regardez la sociologie des quartiers. La sociologie des quartiers explique le type d'immeuble que vous trouvez dedans. Pourquoi il y a énormément de studios dans le 6e arrondissement? Parce que le 6e arrondissement était un quartier populaire. Aujourd'hui, avoir un 60 mètres carrés dans le 6e arrondissement, il faut s'appeler Scarlett Johansson. Et elle est super fière de son 60 mètres carrés dans le 5e arrondissement. Il y a encore une époque, les mecs qui avaient 300 mètres carrés dans le 16e se disaient mais ils sont débiles ou ils sont débiles ces mecs? Pourquoi ils vont dans un quartier populaire? Pourquoi? Parce que tout simplement le fait que le nombre de biens est un stock qui augmente beaucoup moins vite que le nombre de gens qui peuvent s'offrir un bien, bah, ça rebat les cartes de ce qui a de la valeur et de ce qui n'a pas de la valeur. Donc il faut que vous compreniez que la valeur des choses, c'est pas quelque chose c'est pas un stock. Donc avoir de l'argent, c'est autre chose. Donc imaginez que vous avez un travail où vous êtes vachement bien payé. Vous gagnez 100 000 euros par mois. Vous avez beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas de wealth. Parce qu'il y a une différence entre avoir beaucoup d'argent et avoir de wealth. C'est qu'avoir du wealth, c'est qu'à un moment donné, vous avez une valeur intrinsèque qui vaut plus que tout ce dont vous pourrez jamais avoir besoin. Si vous gagnez vachement bien votre vie, si vous arrêtez de gagner votre vie, vous vous appauvrissez. Tandis que si vous faites une boîte qui vaut tellement que quand vous la vendez, vous pouvez vivre 20 vies dedans et vos petits-enfants une dizaine de vies dedans, bah d'un seul coup, c'est du wealth parce que le montant de l'argent a dépassé la valeur et le rendement du capital que l'argent peut avoir. Je vais vous donner un exemple tout bête. D'ailleurs, ce montant-là change. Avoir 10 millions de dollars dans les années 90, ça vous plaçait dans le top 1%. Aujourd'hui, avoir 10 millions de dollars, ça vous place dans le top 4 ou 3%. Pareil, regardez les différences entre pays de qu'est-ce que ça veut dire être dans le 1% le plus riche. Aux États-Unis, pour être dans le 1% le plus riche, il faut gagner plus de 600 000 euros par an. En France, pour être dans le 1% le plus riche, il faut gagner plus de 100 000 euros par an, par personne, pas par foyer. Pareil aux États-Unis. Vous voyez bien qu'il y a une différence énorme. Maintenant, la vérité, c'est que gagner 500 000 dollars par an quand l'école de vos enfants coûte 100 000 dollars par enfant, bah, d'un seul coup, ça paraît être beaucoup moins d'argent que quand vous êtes dans un pays où les écoles sont gratuites. Donc à la fin, il y a des sortes d'équilibres macro et micro qui se mettent en place et qui font que le rapport à l'argent est une question extrêmement compliquée. Mais il y a quelque chose qui détruit tout ça, c'est la création de wealth. Parce que si vous arrivez à bâtir une société qui a beaucoup de valeur, bah, d'un seul coup, tout ça en fait ne compte plus parce que vous n'êtes plus dans cette règle commune. Alors, surtout, ne raisonnez jamais en valeur relative, mais raisonnez toujours en valeur absolue. Et ça c'est un autre point qui est très compliqué à comprendre. Par exemple, si vous me posez la question de combien de pourcents j'ai dans The Family, j'en sais rien. Et ça, je ne vous imaginez pas à quel point c'est dur pour un fondateur de ne pas penser comme ça. Un fondateur, il crée une boîte, il se dit, voilà, j'ai 50% d'une boîte, et donc à chaque fois qu'il va donner des parts, il va le vivre comme un échec. Sauf que moi, ce que je me dis,
Ce que je me dis, c'est que j'ai un nombre d'actions, que ce nombre d'actions, je les ai payées 0,0001 centime, et qu'aujourd'hui, les gens qui ont investi dans le dernier tour de table, ils les ont payés 5 euros. Et que donc, j'ai fait fois 100 000, fois 500 000. Faire fois 500 000, c'est quelque chose qui vous met de bonne humeur. Le truc, c'est que, par contre, mon pourcentage, lui, s'est écroulé. Mais c'est pas grave parce que je ne raisonne pas en relatif, je raisonne en absolu. Je raisonne en nombre d'actions. Je vous invite une fois pour toutes à comprendre ça. Toutes ces histoires d'ego de j'ai combien de pourcents de ma boîte ne veulent strictement rien dire. De toute façon, la seule chose qui compte, c'est combien vaut votre boîte. Si vous vendez 30% de votre boîte pour faire rentrer un investisseur, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est combien d'argent il met pour acheter ces 30%. Mais maintenant, si quelqu'un vous propose de mettre 100 millions pour 40% et quelqu'un vous propose de mettre 2 millions pour 30, vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas accepter les 100 millions pour 40. Pourtant, si je prends la discussion moyenne entre entrepreneurs, c'est « oulala, je ne veux pas me diluer ». Et pourquoi « oulala, je ne veux pas me diluer » C'est parce que collectivement, ils ont un rapport qui n'est pas un rapport à l'argent, c'est un rapport à l'ego. C'est combien de pourcents de ma boîte j'ai. Mais combien de pourcents de ma boîte j'ai ne compte pas. Alors évidemment, plus la boîte vaut, moins vous donnez de pourcents. Il y a une sorte de mécanique inverse. Parce qu'évidemment, c'est une conséquence logique que vous avez beaucoup de pourcents quand votre boîte vaut beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'il faut regarder, ce n'est pas ce qu'il faut optimiser. Et donc, simplement l'ignorer, ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est valable pour tout. Ne regardez pas combien un commercial vous coûte, regardez combien il vous rapporte. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés meurent sous des logiques administratives débiles. Prenons une anecdote. Je suis dans le conseil d'administration d'une boîte qui a un commercial star. Okay, cette boîte, au début, a fait un truc bête. Elle a dit les commerciaux, quand vous me ramenez un contrat, je vous donne 20% de commission. OK ? Et puis, le commercial moyen est payé 200 000 € par an. Et puis, il y a un commercial un peu star dans la boîte qui gagne 4 à 6 millions par an. Conseil d'administration, le directeur financier, j'adore les directeurs financiers. En général, si vous voulez planter une boîte, donnez le pouvoir au directeur financier. C'est assez systématique. Donc, le mec fait un tableau, il met le salaire de tous les commerciaux, et puis il y a 2 millions, il y a la ligne 2 millions. Et le type dit, ouais, normalement, on plafonne le salaire des commerciaux. C'est la market practice. C'est comme ça. Les commerciaux, normalement, n'ont pas un revenu illimité. Lui, parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vous étiez une bande d'amateurs au début, il n'a pas de plafond. Résultat, vous imaginez, il nous coûte plusieurs millions par an. Alors moi, contre-argument, oui, enfin bon, il nous coûte plusieurs millions par an, mais il nous rapporte beaucoup. Ouais, mais bon, de toute façon, il rapporte 20 fois plus que les autres au passage. Ouais, mais en fait, si on le remplace par des gens qui nous coûtent moins, et que maintenant on plafonne les commissions des gens, on va pouvoir l'un dans l'autre le remplacer par 5 ou 6 personnes qui vont nous rapporter autant que lui, mais par contre, on va faire une économie d'1 million. Ah ouais, allez-y. Résultat, ils l'ont fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé 3 choses. La première chose, la conversation la plus difficile au monde où vous passez pour un traître. Après tout, vous avez un accord avec quelqu'un et sous prétexte maintenant que cet accord gagne bien, vous dites « Ah ouais, en fait, je regrette. » Bon. Si vous arrivez à passer au-delà de ça, alors moi déjà à ce moment-là, je me suis dit mon argent dans cette boîte est perdu, c'est fini, c'est pas grave. Si le type est capable de faire ce genre de truc, de toute façon, il fera n'importe quoi. Deuxième chose, le type qui reçoit la nouvelle, vous pensez vraiment que ça a été la fin du monde pour lui ? Non. Il dit ok, bah c'est pas grave, je vais dans une autre boîte. Mais comment ça, tu vas dans une autre boîte ? Ah non, mais moi je travaillais dans cette boîte de merde que je déteste parce que c'était la seule qui offrait aucune limite. Si maintenant c'est un market rate, je vais aller dans la boîte que je préfère. Bon, ils ont perdu l'employé, ce qui était plutôt prévisible, ça. Et troisième chose, bah, ils ne l'ont jamais remplacé. Résultat, le chiffre d'affaires que ce type générait est parti trop vite. En plus, ça a été un choc trop violent. Et la boîte a été perdue. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont raisonné en relatif plutôt qu'en absolu. Et il ne faut jamais, jamais, jamais raisonner en relatif. Jamais. Et pourquoi ils ont raisonné en relatif ? Parce que les gens
ont, dans leur rapport à l'argent, un rapport moral. Et ça, en France, encore plus qu'ailleurs. On pense que le travail a une valeur et on pense que c'est légitime. Quand on entend qu'un CEO ou un joueur de foot a gagné des dizaines de millions, on est choqué parce qu'on se dit quand même courir après un ballon, c'est pas grand-chose. Mais oui, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que qui court après ce ballon? Combien il y a de gens qui sont adulés dehors et combien ils rapportent à leurs sponsors, ces types qui courent après leur ballon? Vous croyez vraiment que Beckham a collecté autre chose que des cacahuètes par rapport au nombre de ventes qu'il a produit dans le monde? Évidemment que c'est des cacahuètes. Sauf que ces cacahuètes, comme elles sont en absolu et pas en relatif, elles représentent beaucoup d'argent. Et ce jugement moral et ce rapport moral qu'on a à l'argent empêche énormément les gens de prendre les bonnes décisions. Parce qu'on se dit, ah ouais, mais je vais pas payer machin autant alors que les autres gens dans ma boîte gagnent si peu. C'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est la valeur absolue rapportée par chacun. Et point. Il n'y a aucune autre. Vraiment, si vous pouvez perdre juste une chose, c'est le rapport moral à l'argent. Quand je dis moral, ça ne veut pas dire éthique. Autre chose, ça suppose aussi fondamentalement que vous appreniez à vivre dans le futur au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut ne surtout pas être obsédé par ce que vous avez maintenant, mais par ce que vous comptez avoir. L'un des problèmes numéro 1 des entrepreneurs, c'est qu'ils ont une vision à l'argent qui est une vision budgétaire. Je m'explique. Vous avez 15 000 € sur votre compte et vous cherchez un nouveau lieu. Vous tombez sur un lieu de 1200 mètres carrés qui est trop sympa, mais vraiment trop sympa. En plus, il y a une bonne lumière et tout. Vous vous dites, bah, je ne peux pas le prendre, je n'ai pas les moyens. Ça, c'est vivre le présent au passé. Parce que vous êtes victime de ce que vous avez fait dans le passé pour prendre vos décisions présentes. Un entrepreneur, ça doit être l'inverse. Il doit vivre dans le futur au présent. Donc la bonne question à se poser, c'est est-ce que prendre ce lieu va changer nos revenus et le rapport que les gens auront à nous? Ce n'est pas forcément le cas. Je ne suis pas en train de vous dire de sortir dehors et de vous prendre un bureau de 1200 mètres carrés. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Parce que le sujet, c'est est-ce que vous êtes en train de prendre une décision qui va changer votre futur ou pas? Or, si vous avez une vision budgétaire des choses, vous allez toujours être obsédé par acheter au plus cheap. Et ça, c'est un mal français. Moi, par exemple, alors ça arrive tout le temps, alors j'essaie de me calmer par rapport à ça. Mais je juge toujours mes entrepreneurs au prix qu'ils mettent dans leur logo. Je m'explique. 80% des entrepreneurs que je connais, quand ils vont acheter un logo, ils cherchent le moins cher. Quel est l'élément qui va perdurer hyper longtemps dans l'histoire de votre boîte et qui peut être un élément différenciateur à très long terme si votre boîte devient un succès? Votre logo. Vraiment, voir le rapport que les gens ont à leur logo, ça montre à quel point ils croient que leur boîte va perdurer ou pas. C'est vraiment con comme truc. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont prendre plein de designers et ils vont accepter le designer qui a le devis le moins cher. Or, le devis le moins cher, c'est peut-être pas le type qui est le plus adapté pour vous, pour faire l'expérience et le logo le plus extraordinaire. Donc, ça sert à rien d'être cheap. Le point est que si ce que tu optimises, c'est pas le prix que tu payes, ça a deux conséquences. Soit tu n'as pas d'argent, et dans ce cas-là, tu vas rentrer dans la conviction pour avoir le meilleur, et tu vas investir quelque chose de bien plus important que l'argent, c'est le temps. Pour te raconter l'histoire du logo de The Family, le logo de The Family, c'est 1 mois de travail de Nelly, la sœur d'Alice. Et elle avait autre chose à foutre que notre logo. Sauf que Alice est rentrée en mode hystérie, à aller chez elle tous les jours et la faire chier, pour convaincre elle et sa meilleure amie de faire un logo. Et c'est de la conviction.
Et quand elles ont sorti au bout de 2 semaines un logo, Alice a dit non, no way, c'est pas le bon, on recommence. Et elle aurait pu très bien se mettre sa sœur à dos. Moi, j'aurais été sa sœur à ce moment-là. Franchement, je l'aurais frappé, Alice. Mais vraiment. Mais elle n'a pas lâché, elle a fini par elle a craqué. Et donc, Alice a investi autre chose que de l'argent. Être cheap, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'attitude. Maintenant, si tu as de l'argent et que tu fais des comparaisons, parce que beaucoup de gens ont des comparaisons, si tu compares les prix qu'on t'offre, tu es dans le mauvais truc. Ce que tu dois comparer, c'est qui est le designer, comment il travaille, comment tu peux faire, est-ce que tu es prêt à lui offrir des choses sur le long terme. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui voulait absolument travailler avec l'une des stars de la créa parisienne, qui a été le voir et qui lui a dit, écoutez, j'ai pas d'argent pour vous payer, par contre, je m'engage tous les ans, pendant 10 ans, à vous payer le prix du logo au lieu de le payer une seule fois, si la boîte marche. Et si la boîte ne marche pas, je suis désolé. Le mec, il a trouvé ça marrant, il l'a fait, il a travaillé avec lui. Et résultat, comme le mec avait l'impression de payer 10 fois son logo, il l'a traité comme tel et il ne l'a pas laissé faire un sous-truc. Donc c'est ça le point. Le point, c'est que l'argent, ce n'est pas que de l'argent. L'argent, c'est aussi le temps que tu mets à faire les choses, etc. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que tu optimises? Est-ce que tu optimises ce qui est important ou est-ce que tu optimises le coût que ça te coûte? Et alors, après, si tu fais une boîte de software qui vend des logiciels à des gens qui n'ont rien à foutre de ton logo, là, à l'inverse, je te trouverais débile d'aller chercher un artiste extraordinaire pour faire un logo. Je me dirais, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Ça n'a aucun sens, ça ne compte pas. Il ferait mieux de prendre un logo, acheter $20 et passer à l'étape d'après. Donc, la seule chose que je veux expliquer, c'est que n'optimisez pas le temps. Prenons un autre exemple, les avocats. Combien de gens sont venus m'expliquer qu'en fait, ils ont été voir un de leurs copains pour faire les contrats, les machins, les trucs de leur start-up parce que c'était moins cher. Ou parce que... Mais quand tu es entrepreneur, la seule chose dont tu devrais être obsédé, c'est d'avoir le type le plus compétent pour protéger juridiquement ta boîte, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Parce que, encore une fois, la chose à optimiser, ce n'est pas le prix. La chose à optimiser, c'est la valeur que vous créez. Alors, tout ça, en fait, tombe à un truc qui est la différence entre un raisonnement en flux et un raisonnement en stock. Si vous raisonnez en stock, vous êtes foutu en tant qu'entrepreneur. C'est fini. On ne peut plus rien pour vous. Parce que c'est quoi en stock une start-up? C'est une société en faillite. Forcément. Vous n'avez pas grand-chose, machin. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à raisonner en flux, c'est-à-dire vous dire les choses que je vais faire aujourd'hui vont avoir un impact sur les flux futurs qui vont venir chez moi. Cas classique, j'embauche quelqu'un ou je fais rentrer quelqu'un dans ma boîte. Mauvaise attitude, c'est de regarder combien il me coûte. Bonne attitude, c'est de regarder ce qui me rapporte, modulo ce que je peux me permettre. Mais si on peut se le permettre, vaut mieux embaucher quelqu'un d'extraordinaire plutôt que 2 personnes moyennes. Et c'est en fait toute la question, c'est à quel point vous êtes doué à faire ce genre de choix. Parce que le problème, c'est que vous pouvez faire des erreurs. Vous pouvez croire qu'en fait, c'est quelqu'un de vachement important, mais vous avez juste été leurré par son joli CV. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ne fera jamais rien. Donc, tout ça n'est pas pour vous dire d'aller embaucher hors de prix des gens qui sortent de grandes boîtes et qui ne savent rien faire. Dans le contexte d'une start-up, évidemment, sous-entendu. Donc, toute la question, c'est comment vous gérez ces flux et à quel point vous avez de l'intuition sur l'impact de ce que vous achetez aura sur la valeur de votre entreprise. Prenons un raisonnement tout bête. Vous avez, on va prendre des cas extrêmes. Vous avez Peter Thiel qui veut investir et vous avez Oussama Ammar qui veut investir. Et Oussama Ammar vous propose 100 000 € pour 10%. Et Peter Thiel, il vous propose 1 € pour 10%. La valeur pré-investissement, donc en stock, que Oussama vous offre est bien plus élevée que la valeur que Peter Thiel vous offre. Puisqu'en clair, Peter Thiel vous dit votre boîte, elle vaut 10 balles.
Et Oussama, il vous dit, votre boîte, elle vaut 1 million. Maintenant, une fois que vous avez accepté l'argent, quelle est la valeur de la boîte? La valeur de la boîte dans laquelle Peter Thiel a mis $1, c'est un communiqué de presse dans à peu près toutes les rédactions du monde. C'est à peu près tous les gens qui respectent Peter Thiel qui maintenant vous respectent. C'est à peu près tous les contrats que vous voulez simplement avec l'argument Peter Thiel a mis $1 in us. Non, a mis undisclosed amount. Et je continue. Résultat, vous voyez la différence entre le flux et le stock. D'un côté, le flux il est en votre faveur, mais le stock ne l'est pas. De l'autre, c'est le stock qui est en votre faveur, mais le flux ne l'est pas. Avoir Oussama Ammar dans votre capital a infiniment moins d'impact qu'avoir Peter Thiel. Maintenant, vous prenez l'échelle française. Vous avez Oussama Ammar qui vous propose de prendre 3% de votre boîte gratuitement. Et à côté de ça, il y a le comptable d'Épinay-sur-Forge qui vous propose de prendre 3% de votre boîte. À votre avis, mais qui met plein d'argent parce qu'il défiscalise son ISF. À votre avis, lequel des deux a le plus de valeur? Pour le coup, c'est Oussama Ammar. Donc vous voyez que c'est compliqué le rapport à l'argent. Parce que le rapport à l'argent, ça veut dire devenir un bon acheteur. Être un bon vendeur, c'est une chose. Mais être un bon acheteur, c'en est une autre. Être un bon acheteur, c'est savoir évaluer non pas la valeur en stock des choses et leur impact en stock, mais savoir l'évaluer en flux. Et malheureusement, les cas où vous avez le choix entre Peter Thiel et Oussama Ammar sont hyper rares. En général, ce n'est pas ça les choix. Mais pourtant, c'est des choix qui peuvent avoir de l'impact sur le très 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 long terme. Et en fait, c'est le problème quand vous avez une différence entre ce qu'on appelle la valeur liquide et la valeur virtuelle. Faire une start-up, c'est développer une valeur virtuelle dans l'espoir qu'elle devienne liquide un jour. Mais la valeur liquide des choses est bien plus incertaine que la valeur virtuelle. Alors vous avez plusieurs cas. Prenons le cas à laquelle vous rêvez tous. Vous avez une valeur virtuelle qui est bien inférieure à votre valeur liquide. Alors un exemple tout bête, WhatsApp. Quelle était la valeur virtuelle de WhatsApp? 150 millions de dollars. L'investisseur ayant mis de l'argent à WhatsApp un an avant le rachat de Facebook, il a mis 5 millions de dollars à 150 millions de dollars de valo. Quelle est la valeur liquide de WhatsApp? 19 milliards. Boum. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre les deux, il y a un élément contingent qui est arrivé, c'est que Snapchat a refusé d'être acheté. Et deuxième élément contingent dans la contingence, c'est que Snapchat a refusé d'être acheté, et en plus, il y a Google qui s'est dit, tiens, je rachèterais bien WhatsApp en même temps que Facebook pour faire chez Facebook. Donc boum, 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 vous passez de 150 millions à 1 milliard, d'1 milliard à 2 milliards, de 2 milliards à 19 milliards, et tout ça se fait en un week-end. Maintenant, imaginons que les types de WhatsApp avaient une stratégie, ce gros mot. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils peuvent se mettre à une table et se dire « Ouais, ma stratégie, c'est d'être vendu 19 milliards à Facebook, appelons Zuckerberg ». Pas du tout. Maintenant, imaginons qu'ils avaient une stratégie, c'était de se dire « Ah, surtout, on ne se vend pas ». Donc Zuckerberg appelle et dit « Ouais, j'aimerais discuter avec vous ». Et les mecs disent « Ah non, on ne discute pas, on ne veut pas vendre notre boîte ». Résultat, l'enchaînement d'événements n'aurait jamais eu lieu, simplement parce qu'il y aurait eu un refus trop court et trop tôt. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ils auraient vu leur valeur, non pas, ils auraient vu leur valeur virtuelle et pas leur valeur liquidative. Alors il y a le cas inverse, qui est beaucoup plus courant. C'est le cas où la valeur virtuelle est bien inférieure à la valeur liquidative, bien supérieure à la valeur liquidative, pardon. Donc vous avez une boîte qui lève de l'argent. Et puis tous les VC s'excitent et trouvent ce truc génial et font exploser votre valo. Et puis qu'ils l'explosent à des seuils qui sont improbables. Résultat, maintenant vous avez une valeur virtuelle qui est bien supérieure à la valeur liquidative de n'importe qui censé sur cette terre qui est prêt à vous racheter.
Ben là, et ou au marché financier. Alors là, vous êtes dans la merde. Là, je peux vous dire que s'il y a un cauchemar, c'est ça. Vous voulez un exemple? Square. Qui connaît Square? Tout le monde connaît Square. Square, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qui permet de payer sur téléphone et qui permet aux commerçants d'accepter les cartes de crédit très facilement. Square, qu'est-ce que c'est l'histoire de Square récente? C'est des gens qui ont une valeur virtuelle de plus de 80 milliards. Parce qu'au dernier tour de table, les mecs ont craqué quand ils ont mis de l'argent. Ils ont complètement craqué. Résultat, quand ils essaient de s'IPO et que les gens voient les chiffres réels, tout le monde se dit mais quel est l'abruti qui leur a attribué cette valeur-là? Résultat, même dans la folie actuelle, plus personne ne veut mettre d'argent. Résultat, ils sont condamnés à ni pouvoir se vendre, parce qu'ils ne pourront jamais se vendre à cette valeur-là, ni pouvoir IPO, c'est-à-dire rentrer sur les marchés financiers. Et donc, ils sont bloqués dans cette dead end parce qu'ils ont eu un mauvais rapport à l'argent. Et c'est quoi le mauvais rapport à l'argent qu'ils ont eu? C'est qu'ils ont raisonné en stock plutôt qu'en flux. Quand il y a eu une guerre d'enchères pour leur levée de fonds, au lieu de choisir d'eux-mêmes de baisser la valeur de leur boîte pour se laisser de la place, ils se sont dit on prend la meilleure offre. Ça a l'air vachement smart de prendre la meilleure offre. Ça l'est très rarement. Parce qu'en fait, c'est des choses qui se jouent à plusieurs coups. Donc si Square avait eu un raisonnement en flux, il ne serait pas tombé dans ce piège. Et pourquoi en fait ils ont raisonné en stock? Pourquoi des gens aussi expérimentés raisonnent en stock? Parce qu'ils se trompent sur leur réalité de leur flux. Et ça, c'est le truc le plus dur, c'est comment être persuadé que la valeur va continuer à augmenter. C'est pour ça que toutes les boîtes les plus intéressantes de l'histoire ont toujours levé de l'argent en dessous de leur valeur de marché, par sécurité. Donc toutes les boîtes les plus intéressantes de l'histoire ont toujours levé de l'argent en dessous de la meilleure offre qu'ils ont reçue. Toujours. C'est le cas de Facebook, c'est le cas de Google, c'est le cas de... Google, le premier tour, il y avait des valos à 500 millions de dollars. Ils ont levé à 100 millions de dollars de valos. Pourquoi? Ils sont débiles? Non, parce qu'ils se sont dit, au moins comme ça, au pire, on vend la boîte 500 millions. Et on fait faire x5 à nos investisseurs, donc ils seront contents, donc on pourra fonder notre boîte. Donc vous comprenez qu'en fait, pourquoi tout ça est aussi important? Parce qu'à chaque fois que vous prenez une décision dans l'histoire de votre boîte, vous pouvez la ramener à un raisonnement financier, mais surtout pas à un raisonnement de financier. Il y a une différence entre faire un raisonnement financier et un raisonnement de financier. Faire un raisonnement de financier, c'est de faire un raisonnement en stock. C'est pour ça que les financiers et les CFO sont aussi dangereux dans les boîtes, si vous n'écoutez qu'eux. Parce que qu'est-ce que fait un financier? Un financier, c'est quelqu'un qui estime que le futur étant tellement incertain, la seule chose qui compte, c'est le présent. Et ils ont une préférence pour le présent, la préférence pour le futur. Un entrepreneur doit fondamentalement développer un goût pour le futur et une préférence pour le futur, et donc d'accepter le risque qui va avec. Parce que c'est comme ça que vous pouvez prendre des décisions, non pas sur le court terme, mais des décisions pour le long terme. Regardez comment Box est dans la merde. Box n'arrivera jamais à son IPO parce que tant qu'ils n'arriveront pas à faire du profit. Et pourquoi ils n'arrivent pas à faire du profit? Parce qu'ils ont pris trop d'argent à des valos trop élevés et trop souvent. Parce qu'ils pouvaient le faire, parce que le marché était là. Mais résultat, maintenant, ils sont dans cette dead trap qui est terrible en fait. Et si Square ne vous parle pas comme exemple et vous vous dites « bon, je suis encore très très loin de ça », le cas de Square est beaucoup plus probable avec votre première levée. Parce que quel est le moment où tous les entrepreneurs meurent à cause de leur valo? C'est la première levée. Parce que personne ne regarde jamais pour de vrai la valo d'une première levée. Si vous voulez vraiment lever de l'argent à 7, 10, 12 millions de valos, il suffit d'être motivé. Il suffit de parler à plein de gens et d'aller trouver des gens incompétents. Parce que comme les sommes que vous cherchez sont des sommes qui sont relativement accessibles, vous n'avez pas vraiment besoin de parler à des professionnels pour votre première levée.
Si vous avez besoin de 2 millions, c'est juste 40 personnes qui mettent 50 000 euros. Combien il y a de personnes en France qui peuvent mettre 50 000 euros dans votre boîte? Plusieurs millions. Donc si vous vous dites qu'il en suffit de 40 sur plusieurs millions, c'est quand même assez easy en fait comme point. Il suffit juste de parler à suffisamment de gens et il suffit juste d'être assez bon vendeur. Si vous arrivez à convaincre une personne sur 2, il suffit de parler à 80 personnes. C'est pas beaucoup. Si vous ne convainquez qu'une personne sur 4, il suffit de parler à 160 personnes. Si vous n'arrivez à convaincre qu'une personne sur 8, vous parlez à 320 personnes. 320 personnes, si vous parlez à 5 personnes par jour, ça fait à peine 2 mois. 2 mois et 10 jours. Vous imaginez à quel point c'est facile? C'est pas. Et alors, vous pouvez vous dire, oui, mais je connais pas autant de gens qui ont de l'argent. Oui, mais ils ont un grand avantage, les gens qui ont de l'argent. C'est qu'ils connaissent des gens qui ont de l'argent. Donc vous pouvez très simplement prendre juste une personne au hasard et lui proposer. Et par chance, si elle dit oui, eh ben elle vous en présentera d'autres. Et après, vous vous baladez comme ça de personne en personne. C'est-à-dire que même les gens qui disent non peuvent vous présenter des gens. Donc à l'échelle des réseaux, c'est un non-problème. Mais le problème, c'est que si vous vous dites je vais mettre ma valo à 20 millions parce que j'y crois, je suis sûr que vous finirez par trouver des gens qui n'y connaissent rien et qui ne comprennent même pas les papiers qu'ils signent et qui vous donnent quand même 50 000 euros. Le problème, c'est qu'une fois que vous aurez dépensé ces 2 millions, bonne chance pour faire la moindre levée si votre boîte n'est pas le nouveau Facebook. Donc, ce fameux debt trap, il arrive beaucoup plus souvent à des boîtes dans votre genre qu'à des boîtes comme Square. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous persuadés de la valeur en stock de ce que vous faites. Mais la vérité, c'est que si vous partez en tête et que vous changez de raisonnement et que vous raisonnez en absolu et pas en flux, bah, quelle que soit la valeur à laquelle vous levez, vous serez content. Parce que vous aurez mis 10 balles dans cette boîte. Et que si vous mettez 10 balles et que quelqu'un vous propose même une valo de 500 000 pré-monnaie, bah vous avez déjà fait un upside qui est hyper satisfaisant. Donc vous voyez comment le rapport à l'argent et la façon dont vous posez l'argent peuvent vous aider à vous concentrer sur ce qui est important et vous faire comprendre qu'en fait tout ça n'est pas important et que la seule chose qui compte, c'est que votre boîte avance dans le bon sens. Maintenant, parlons du regret quand vous évaluez mal les flux. Beaucoup de gens se disent, par exemple, il y a des gens qui ont donné 10% pour les 10 000 premiers euros dans leur boîte. Et qui après ont eu des succès monumentaux. D'ailleurs, un cas très connu, c'est Google. La première personne à avoir mis un chèque dans l'histoire de Google, il a pris 10% pour 50 000 euros. C'est l'affaire du siècle. Quand vous demandez à Page et Brin s'ils le regrettent, ils vous disent non. Vous l'avez jamais regretté? Ils disent non, c'est un mec super sympa, on était trop contents. On a été le voir, il nous a fait un chèque en moins de 10 minutes, ça nous a permis de démarrer la société. On n'aurait jamais osé démarrer une société si un mec comme lui ne nous avait pas donné d'argent. Pourquoi? Parce qu'il raisonne en flux, il ne raisonne pas en stock. Maintenant, imaginez que vous raisonnez en stock. Putain, la vache! J'ai fait la connerie du siècle. Résultat, vous passerez plus de temps à ruminer ça qu'à avancer. Et à mon avis, Google ne serait pas devenu Google s'ils avaient eu ce caractère-là. Donc faites très attention à de quel côté de la barrière vous êtes. Vaut mieux avoir quelques pourcents de quelque chose qui vaut beaucoup que beaucoup de pourcents d'un truc qui vaut rien et où vous êtes tout seul. Et vous devez comprendre fondamentalement qu'on ne fait plus rien tout seul dans ce monde. Et que les gens qui sont doués ne se font pas arnaquer et que donc ils ont besoin d'être payés correctement et de façon fair. Il y avait une pub il y a quelques années de PricewaterhouseCoopers que j'adorais, qui était génial. Il y avait un type dans le sable qui était en train de pousser un caillou, mais géant. Et il est dans le sable. Et il y a PricewaterhouseCoopers qui écrit les grandes pyramides n'ont pas été construites par un homme. Vous ne pouvez rien seul. PricewaterhouseCoopers. Or, finalement, cette pub, à part le fait qu'elle soit drôle et que c'est pour un comptable, elle est incroyablement symbolique de ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, vous avez envie de bâtir des pyramides.
Vous croyez vraiment que la moindre pyramide a été bâtie par un mec? Même si le mec a eu l'idée de la pyramide, il fallait aller poser les cailloux. Et poser les cailloux, quand vous voyez un mec seul dans le sable les poser, c'est incroyable. Il y en avait une autre, il y avait un mec dans une barque en costume de conquistador. Et il y avait marqué: les grandes découvertes ne se sont pas faites seules. Et puis il y avait une armée maya en fait sur la rive qui regarde le mec comme ça, qui est tout seul dans sa barque. Et c'est la même chose en fait. Et en fait, ces pubs auraient pu être des pubs pour l'entrepreneuriat et pour pourquoi vous avez besoin de mobiliser le plus de gens, le plus rapidement et le plus incroyablement possible. Alors, un autre mécanisme que vous devez comprendre pour comprendre la création de valeur, c'est comprendre ce qu'on appelle le mécanisme de création de valeur transactionnelle. Alors là, réveillez-vous, c'est un peu technique. Comment vous faites si vous voulez racheter une boîte et si vous avez envie de fusionner deux sociétés? Alors vous allez me dire, mais de quoi il me parle d'ici que j'ai besoin de fusionner deux sociétés? Il va se passer beaucoup de temps. En fait, à votre stade, c'est extrêmement courant de fusionner des sociétés, beaucoup plus que vous ne le pensez. Parce que souvent, vous tombez sur des gens qui ont créé la même chose que vous, et vous vous dites, franchement, est-ce que ça vaut le coup de se faire concurrence? On ferait peut-être mieux de s'allier. Alors, c'est un cas très intéressant, parce que vous êtes dans le cas où vous vous dites, finalement, comment valoriser le travail que fait chacun pour faire quelque chose ensemble. Alors, vous avez trois cas. Le cas numéro 1, tout le monde en est à zéro. Tout le monde en est à zéro, ça ne vaut pas vraiment le coup de se prendre la tête, et il y a une seule bonne façon de le faire, c'est de faire 50-50. Par exemple, c'est Criteo, Rudel. Si vous avez deux techos qui ont une boîte, il y a Rudel qui a la boîte, ils font la même chose. Ils disent les deux, il y en a une qui a un contrat, l'autre pas, mais ils se disent on va pas se prendre la tête, mais l'autre a des ingénieurs, machin. Donc on va pas se prendre la tête, on va pas faire un truc compliqué, on fait 50-50. Donc ça c'est le cas facile. Maintenant il y a le cas un peu plus compliqué. Il y en a une qui a une vision et l'autre qui a une exécution. Donc ça veut dire qu'il y en a une qui a un futur et l'autre qui a un passé. Comment vous faites? Mais il y en a une qui a, évidemment celle qui a le futur n'a pas d'argent, mais celle qui a le passé a de l'argent ou est en situation. Ben ça, c'est, je pense, le truc que les entrepreneurs ne savent pas. Mais c'est peut-être quelque chose que les entrepreneurs ne savent pas. Mais il existe beaucoup de cas dans l'histoire de l'humanité où des petites sociétés ont racheté des sociétés plus grandes parce qu'elles avaient le vent en poupe et parce qu'elles représentaient le futur. Et donc, ce qui compte à ce moment-là, c'est pas de savoir l'état des sociétés, mais c'est de connaître l'avenir des sociétés. Si vous avez une petite société et qu'elle est en croissance, et que vous en avez une grande qui est en décroissance, elles peuvent avoir une valeur égale en fait. Alors qu'en termes de volume, elles ne sont pas du tout au même niveau. Je vais vous prendre un exemple très concret pour que vous compreniez. Imaginons que vous lanciez quelque chose dans le livre. Si vous lancez une start-up dans le livre et vous avez une façon d'avoir plein de lecteurs, bah vous pouvez à peu près acheter toutes les librairies de France gratuitement. Pourquoi? Parce que cet actif technologique-là, c'est la seule chose qui peut sauver, alors il n'existe pas, hein, rêvez pas, mais si vous voulez le faire, bon courage. C'est la seule chose qui pourrait sauver les libraires face à Amazon. C'est d'avoir trouvé une méthode pour rendre les gens fans de leur site et donc pouvoir par là même vendre des livres. Et ça, en fait, même si la société est toute petite, même si vous êtes deux ingénieurs, vous pouvez racheter des grandes librairies. Et ensuite, vous jouez à une mécanique qui est 1 plus 1 égale 3. Donc 3 plus 1 égale 10. 10 plus 1 égale 20. Et vous voyez la logique. Parce que vous avez le vent en poupe. Et donc, vous allez avoir la valeur virtuelle de votre société en votre faveur. Et ça, si vous avez ce genre d'outil en tête,
ça peut grandement changer votre rapport à l'entrepreneuriat. Si je peux vous inviter à faire quelque chose, c'est lisez ces histoires industriels où des types ont bâti des groupes à partir de petits groupes, etc. Je pense que l'histoire la plus connue, c'est Bernard Arnault et LVMH, évidemment, parce qu'il achète une boîte qui vaut rien, il la démantèle, il prend dedans Dior, et à partir de Dior, il va construire un groupe. Bah ça, des histoires comme ça, il y en a eu plein en France, et elles peuvent être des histoires entrepreneuriales, c'est-à-dire qu'avant d'acheter Bussac, ça aurait pu être l'histoire de quelqu'un qui avait une technologie ou qui avait une idée. Nous, on a un ami, il a développé un produit pour les afficheurs de panneaux dans la rue. Et il était en train d'essayer de vendre à un afficheur de panneaux. Et il s'est rendu compte que la société était sur le point de faire faillite. Et donc, il l'a racheté avant la faillite pour 3 clopinettes et 2 cacahuètes. Parce que les types avaient peur de gérer la faillite. Parce qu'en fait, c'est compliqué de gérer une faillite. Ils sont dit, si, il y a un type qui est assez cinglé pour le prendre. Sauf que lui, la technologie qu'il avait représentait un changement de paradigme pour la nouvelle société. Donc la création de valeur transactionnelle dans ce sens-là existe. Donc ça, c'est le deuxième cas. C'est vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez donner de la place dans votre capital à des gens qui sont beaucoup plus gros que vous, et vous allez avoir l'ascendant sur eux parce que vous représentez le futur. Alors, je ne dis pas que c'est très courant, mais ça arrive et ça pourrait arriver beaucoup plus souvent que ça n'arrive parce que les entrepreneurs sont ignorants sur cette possibilité-là. C'est vraiment, vous n'imaginez pas à quel point être en décroissance, c'est quelque chose qui panique tout le monde. Vous prenez n'importe quelle société en décroissance qui existe, si vous avez une technologie qui permet de résoudre ce problème de décroissance, vous valez plus que la société, quel que soit son chiffre d'affaires. Quel que soit son chiffre d'affaires. Non, mais le type qui a racheté Kawet, c'est le type qui a fait ça. Exactement. Mais effectivement, c'est Kawet. Parce que maintenant, le type a racheté à peu près une start-up par mois, donc il a compris le truc, quoi. Mais lui, maintenant, c'est lui la start-up, donc il retourne. Et alors, justement, merci pour la transition, il y a le troisième cas de création de valeur par valeur transactionnelle. C'est le cas où on vous propose de vous racheter et vous valez une toute petite part d'un nouveau tout. Donc vous avez 100% de quelque chose et on vous propose une petite part. Kawet, par exemple, on leur a proposé une toute petite part de ce nouveau truc en échange de 100% de Kawet. Pourquoi Kawet l'a fait? Parce que cette toute petite part avait un potentiel d'upside 100% plus important que ne l'avait en fait de rester dans Kawet. Et alors ça, c'est un autre élément, c'est la grande question de faut-il se faire racheter ou pas? Un jour ou l'autre, vous vous poserez cette question. Un jour ou l'autre, des gens vous contacteront et vous proposeront de vous racheter. Dans ce cas-là, il y a une seule bonne réponse. Vous ne devriez vendre une société qu'à la condition que vous avez un doute sur votre croissance future. Point. Il n'y a pas à se prendre la tête. Soit vous avez une chance, vous avez aucune... Alors, encore une fois, ce n'est donc pas une décision de stock, c'est une décision de flux. Puisque ce qui va compter, ce n'est pas l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, et quelle que soit votre taille, votre valeur, etc., c'est la croyance profonde que vous avez dans l'état que vous serez demain. Par contre, si vous avez un doute sur votre croissance, et c'était le cas de Kawet parce que ça faisait 24 mois que ça allait nulle part, d'un seul coup, ça a un avantage énorme d'avoir ce genre d'opportunité, parce que même si vous avez des toutes petites parts dans le nouveau tout, vous pouvez avoir de l'impact dans ce nouveau tout qui vont changer votre destin. Et donc, c'est à ce moment-là où ça vaut le coup de se faire racheter. Et ça vaut le coup de passer à autre chose, et ça vaut le coup de toucher un peu d'argent, etc. Donc toute la question, c'est à quel point vous avez confiance en vous. Et ça, c'est l'élément d'après. C'est que pourquoi l'argent est quelque chose d'aussi important, et pourquoi le fait d'essayer de gagner de l'argent le plus rapidement possible est quelque chose qui devrait être une de vos obsessions.
Parce que c'est la seule façon d'avoir confiance en vous et d'avoir du temps. Si vous avez de l'argent, vous êtes éternel. Si vous avez un business model qui tourne, d'un seul coup, votre rapport aux offres sont beaucoup moins cornéliens. Si on vous propose de vous racheter et que vous ne savez pas de quoi sera fait demain, d'un seul coup, vous hésitez à vous vendre. Forcément. Si par contre, vous êtes dans la situation où vous avez un revenu, vous avez de quoi vous payer, vous avez une boîte qui tourne et vous n'avez pas d'incertitude sur votre croissance future, la décision de se vendre ou pas s'évalue très différemment psychologiquement. Et en fait, toute l'histoire de l'entrepreneuriat, c'est l'histoire de bâtir en soi de la confiance. Vous savez, c'est peut-être pas pour rien qu'ils ont tous l'air aussi cinglés et aussi fous en termes de prise de risque. Mais il ne faut pas oublier que tout ça est appuyé sur des années de consolidation et de réussite. Ne comparez pas leur histoire à la fin par votre histoire au début. Et si vous voulez changer votre rapport à votre confiance en vous, faites de l'argent. Par exemple, récemment, j'ai un ami qui vient de faire faillite pour la 2e fois de sa vie. Pas de bol. Et en plus, cette fois, ça aurait vraiment dû être un succès. Et il est un peu perdu, il ne sait pas quoi faire. Et je lui ai dit, cette fois-là, ne fais pas une boîte produit, ne fais pas une boîte ambitieuse, fais juste une boîte pour gagner de l'argent. Et il me dit, je suis étonné qu'un type comme toi me dise ça. Je dis non, parce que ça fait 2 fois que tu te plantes parce que tu n'as pas confiance en toi. Et pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Parce que tu n'as jamais gagné d'argent de ta vie. Parce qu'il a tout de suite été entrepreneur après ses études et il n'a jamais eu le plaisir. Ça fait 7 ans que le type vit avec 2000 € par mois. Et ça fait 7 ans que le mec vit en galère entrepreneuriale. On est le seul pays au monde où vous entendez des mecs comme les pigeons vous expliquer ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas payés. C'est un truc stellaire en fait. Je ne sais même pas comment les gens vivent sans être payés. Moi, si je ne paye pas mon loyer, on me met dehors. Hein. Enfin, je ne comprends pas ces histoires. Je comprends qu'on ne puisse pas être payé pendant un peu de temps, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Donc on peut faire un investissement, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais vous ne pouvez pas rester 7, 10 ans sans gagner votre vie. Et donc, le fait de changer une fois pour toutes son rapport à l'argent, je pense que c'est ce qui va l'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Et c'est pour ça que vous devez ne pas confondre votre stratégie et vos opportunités. Ok, vous faites une boîte produit, très bien, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une opportunité à essayer d'avoir des contrats en chemin et d'essayer de changer votre perspective de revenu pour tenir plus longtemps. Parce qu'à l'échelle d'une startup, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Récemment, j'ai une startup en office hour qui me dit « Ah ouais, on a reçu une proposition pour faire un contrat pour gagner 50 000 €. On va la refuser, ce n'est pas notre stratégie. » Mais ça va vous prendre longtemps de le faire. « Ah non, non, c'est déjà fait, il suffit juste de changer notre logo. » Vraiment, vous écoutez ce que je dis? Évidemment qu'il faut le prendre, évidemment qu'il faut saisir les opportunités, et évidemment, vous imaginez à l'échelle d'une startup, passer de 0 à 50 000 € ce que ça change? Parce qu'en plus, au début, l'argent a beaucoup plus d'impact qu'après. Si vous faites plusieurs millions d'euros de revenus et quelqu'un vous propose de vous faire chier pour 50 000 €, vous pouvez vous dire et puis, ok, j'en ai pas besoin. Mais quand vous avez rien, avoir quelque chose change tout. Et le fait que les entrepreneurs français ne travaillent pas assez leur réflexion sur le business model et sur comment gagner de l'argent tout de suite, ça les exclut très rapidement du jeu entrepreneurial sérieux. Parce que résultat, ils n'ont pas de temps. Résultat, ils n'ont pas de moyens. Résultat, ils restent cheap. Résultat, ils ne vont nulle part. Et encore, la question après, c'est qu'est-ce que vous faites de cet argent? Est-ce que vous versez un gros salaire? Ou est-ce que vous le réinvestissez pour aller encore plus fort et encore plus loin? C'est-à-dire que quand on dit aux gens que le business model, les revenus, l'argent, c'est quelque chose d'important, les gens se disent « Ah ouais, mais ouais, c'est vrai, comme ça, je pourrais partir en vacances. » Mais ce n'est pas ça le point. Le point, il est ailleurs. Le point est, est-ce que ce que vous êtes en train de faire peut devenir indépendant le plus rapidement possible? Parce que si vous êtes indépendant, vous avez du pouvoir. Si vous avez du pouvoir, vous avez de la liberté. Si vous avez de la liberté, alors vous êtes dans le jeu. Sinon, vous n'êtes pas dedans.
Et vous êtes dans le jeu, ça veut dire que ça attire les autres. Et si ça attire les autres, ça veut dire que vous deviendrez plus fort et vous pourrez être encore plus fort dans le jeu. Et vous pourrez continuer à avancer. C'est pour ça que mesurer le succès de sa boîte et la vie de sa boîte par ses revenus, ce n'est pas une mauvaise idée. Et le fait de s'offrir la possibilité d'attendre longtemps avant d'avoir des revenus, c'est plutôt un truc de second time entrepreneur ou de third time entrepreneur. Le conseil que je donne à tous les entrepreneurs qui se lancent pour la première fois, c'est faites quelque chose à horizon court qui gagne beaucoup d'argent le plus rapidement possible. Parce que c'est comme ça que mentalement vous allez vous former et c'est comme ça qu'un jour vous pourrez faire des choses ambitieuses. Pour faire un Zuckerberg, c'est-à-dire, et encore c'est pas vrai, tiens d'ailleurs, j'ai failli dire une connerie plus grosse que moi. Combien de temps Facebook a mis avant d'être break-even? Facebook a été break-even au bout d'un mois parce qu'au bout d'un mois, ils avaient suffisamment de trafic à Harvard pour payer leur pizza et leurs frais et un petit peu d'argent pour eux très rapidement. Le premier contrat publicitaire de Facebook, c'était quelques milliers de dollars. Mais ces quelques milliers de dollars changeaient tout. Ensuite, ils sont de nouveau passés à perte parce qu'ils sont passés d'une fac à plein. Combien de temps ils ont mis pour redevenir break-even? 3 mois. Parce que là, ils ont mis des pubs pour des casinos en ligne. C'est ce qui rapportait le plus à l'époque. Et combien ils mettaient de pubs? Ils ne mettaient pas de la pub pour que ce soit son revenu. Il avait besoin de 80 000 € par mois pour payer les salaires et les serveurs. Dès que dans le mois, il faisait 80 000 €, les pubs disparaissaient. C'était une époque où sur Facebook, des fois il y avait de la pub, des fois il n'y en avait pas. Mais vous voyez le raisonnement. Le raisonnement, c'est que de toute façon, personne n'a investi, ça coûte 80 000 € par mois, je ne les ai pas, je vais les trouver rapidement, mais je ne vais pas les trouver pour faire un business. Je vais les trouver pour pouvoir être libre jusqu'à l'étape d'après. Ce qui fait que quand il a discuté son premier round de funding, il n'était pas à se dire « Putain, il faut que je signe avant la fin de la semaine, parce que si je ne signe pas avant la fin de la semaine, je n'ai pas d'argent pour payer les salaires. » Par exemple, quand Bunker est rentré en levée de fonds, je leur ai dit d'aller faire de la formation. On dit pourquoi? Je dis comme ça, vous mettrez un peu d'argent de côté, vous aurez tout votre temps. Et c'est hyper important d'acheter du temps, parce que ça change tout à la table. Quand, vous croyez que, je vous l'ai dit, les investisseurs, ils sentent plus que tout l'odeur de la mort. Et donc, ils le voient plus vite que vous si vous êtes stressé ou si vous êtes confiant. Quelle est la meilleure façon de bâtir de la confiance en soi? C'est d'avoir confiance. Soit vous vous dites la confiance en soi, c'est un caractère qui est magique, il y a des gens qui naissent avec et il y a des gens qui naissent sans. Ça, vous pouvez vous dire. C'est sans doute un petit peu vrai et qu'il doit y avoir un gène ou deux qui code ce genre de truc. J'ai vu qu'il y avait un gène qui codait la conscience de la mort. Il y a des gens qui sont plus ou moins conscients, qui peuvent mourir en faisant des conneries. Et en général, c'est un gène il y a pendant très longtemps, quand vous aviez ce gène, vous mourriez très jeune parce que vous sautiez d'une falaise sans vous rendre compte. Et donc, la population qui a survécu génétiquement, c'est la population qui avait ce gène, forcément. Et sauf qu'il se passe que ce gène est de plus en plus courant à nouveau dans les génotypes, parce que maintenant, on vous protège quand vous êtes enfant. On vous évite de sauter par une falaise quand vous êtes gosse. Et donc, il y a des gens qui grandissent avec ce gène, mais version civilisée. Parce que comme l'environnement n'est plus un environnement sauvage où c'est grave, ça donne des gens qui prennent des risques inconsidérés et qui n'ont pas peur de mourir, parce que mourir, c'est virtuel maintenant. C'est de perdre de l'argent, quoi. Et donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être ce genre de choses, mais ce genre de choses n'est rien par rapport à l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'influence que l'environnement a sur votre comportement et sur les gènes qui s'expriment ou pas. Et l'environnement dans lequel vous vous mettez, si vous avez 10 000 € sur votre compte, vous ne parlerez pas de la même façon que si vous en avez 100 000, vous ne parlerez pas de la même façon que si vous en avez 1 million. Parce que ça, fondamentalement, ça change votre rapport au futur, ça change votre rapport au présent, et surtout, ça démontre aux gens si l'argent est important pour vous ou pas. Parce que finalement, c'est quoi un entrepreneur qui bâtit des choses qui comptent? C'est quelqu'un pour qui l'argent est essentiel, mais absolument pas primordial. Quand la différence entre essentiel et primordial, c'est que c'est une obsession, c'est la seule chose qui compte. Essentiel, ça veut dire que vous savez que c'est important. Et ce qui est sûr, c'est que les gens pour qui l'argent ne compte absolument pas
ne font pas d'entrepreneurs. Parce que si l'argent ne compte pas du tout pour vous, faites-vous un plaisir, rendez-vous service et allez travailler dans des endroits où il n'y en a pas. Parce que forcément, vous aurez un élément qui sera en votre défaveur dans ce monde où à la fin de la journée, ce qui compte, c'est de pouvoir payer ses factures. Donc, tous les complexes que vous avez par rapport à l'argent, ou du moins trouver un cofondateur qui, lui, n'a aucun problème avec ça. Parce que des fois, c'est des histoires d'équipe. Donc, la confiance en soi, c'est l'élément fondamental qui vous permettra en fait de pouvoir changer la perception que les autres ont de vous. Vous savez, c'est relativement animal ces conneries. Hein. Pourquoi il y a des entrepreneurs à qui on donnerait tout et d'autres, alors qu'ils sont très brillants, on leur donnerait rien? Pourquoi il y a des gens qui pitchent mieux que d'autres? Tout simplement parce que si vous faites des choses, tout ça est un problème de rapport. Si vous êtes à 0 en confiance en vous, mais que vous faites 10 000 en résultat, même vous passerez de 0 à 100 en confiance en vous. Forcément. Alors après, il y a l'extrême inverse. Il y a des gens, ils ont 10 000 en confiance en eux, et ils ont 0 en réalisation. Bon, c'est comme ça. Ils font pas grand-chose. Donc je ne suis pas en train de vous dire que la confiance en soi démontre que vous êtes un bon entrepreneur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que bâtir de la confiance en soi, la façon la plus simple de le faire, c'est de gagner plein d'argent. Merci beaucoup.